Bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien sur votre chaîne, la chaîne Al Janoubia TV, où aujourd'hui je reçois Mams pour nous parler du peuple soniké. Vous savez qu'ici nous sommes très friands un petit peu de ce qui se passe chez les peuples africains, leur aujourd'hui, leur présent, leur ici et maintenant, et les perspectives de développement. Et nous partons toujours du principe que pour bien se développer, il faut d'abord savoir qui nous sommes. Mams, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité Nadir, c'est avec plaisir que je me rends chez Al Janoubia TV. Alors, le peuple soniké, est-ce que présentez-le nous, d'abord en quelques mots. Alors, pour vous le présenter en 2-3 mots, déjà de mon vrai prénom Nadir, je m'appelle Mohamedi Yafa, voilà, je suis originaire du Mali et de la Mauritanie. Le peuple soninké, c'est un peuple qui nous vient de l'ancienne Égypte, qui nous vient plus exactement de la Nubie et qui a migré aujourd'hui jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, donc qui a régné entre le 8e et le 12e siècle. Et ça représente aujourd'hui un ensemble d'une dizaine de pays, puisqu'on retrouve dans ces pays la Mauritanie, le Mali, le Sénégal, la Gambie, la Guinée, Conakry, la Guinée-Bissau, c'est toute l'Afrique de l'Ouest. C'est une grosse partie de l'Afrique de l'Ouest, Burkina, Côte d'Ivoire, etc. Et c'est un peuple qui avait comme particularité de commercer. Et notamment, un des leaders soninké, Kayamaran, a érigé une des plus grosses caravanes du monde et il a distribué de l'or à tout va en allant vers la Mecque. Et notamment, donc il a fait le chemin inverse. Voilà, il a fait le chemin inverse, de l'ouest vers l'est. Et notamment, on dit que lors de son passage, le cours de l'or est tombé, parce qu'il distribuait vraiment, vraiment à tout va, et notamment en Égypte à l'époque. Et des pays comme l'Égypte à l'époque ont mis plus de 10 ans à se remettre justement du passage de cet effondrement du cours de l'or de Kayamaran vers la Mecque. Voilà. Alors, s'il va vers la Mecque, c'est qu'ils sont musulmans. C'est qu'ils sont musulmans, tout à fait. C'est un des premiers peuples à être islamisé. Comment s'est déroulée cette islamisation? On a beaucoup enfin, on ne sait pas vraiment pour beaucoup. Cette population, il faut savoir qu'on était assez frontalier avec les morts. Avec les morts. Donc du Nord. Alors les morts du Nord, parce qu'à l'époque on n'appelait pas ça le Maghreb. La Mauritanie. Voilà, c'était la Mauritanie. Enfin, c'était le Maghreb. C'était les Maoros, comme disaient les Espagnols, ceux qui ont fait la conquête d'ailleurs jusqu'à Poitiers. Voilà, on les appelait les morts, on les appelait pas les Maghrébins à cette époque-là. Et donc ça s'est fait plutôt assez habilement, j'ai envie de dire, par le commerce. Par le commerce, ça s'est fait par le commerce du sel, le commerce des épices, etc. Et donc ça s'est fait de manière assez fluide, ça s'est pas fait de manière brutale. Il n'y a pas eu des fois on nous présente par exemple une invasion militaire. Non, il n'y a pas eu cette invasion-là. Contrairement à d'autres choses qui se sont faites de manière assez brutale, j'ai envie de dire, où on a été plutôt vers de l'assimilation, et d'autres choses. Là, ça s'est fait plutôt de manière, si on peut s'exprimer comme ça, assez easy. Voilà. D'accord. Et donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'il y a un État soniké qui se met en place ou ça reste des voyageurs en fait? Non, c'est un État qui se met en place, c'est un empire plutôt, pour être plus précis, qui avait comme capitale Kumbisali qui se retrouve dans la région de Attar, Tichit, dans l'actuelle Mauritanie. Et donc avec cet empereur, enfin ces empereurs, Kayamaran et sa suite, cette dynastie qui règne avec différents royaumes qui sont dirigés par des érudits. L'islam est très présent donc dans chaque cour, on va dire, dans chaque pays. Il y a un représentant de l'islam, il y a une représentation des familles royales. Donc il y a des gouverneurs, quoi. Des gouverneurs de région, etc. Ouais. Et les relations avec les empires voisins, avec les Maures par exemple, quelles sont-elles? Elles sont basées essentiellement sur le commerce, ces relations. Et c'est ces relations commerciales qui font qu'il y a la stabilité. Ouais, là où il y a le commerce, il y a la paix. Là où il y a le commerce, il y a la paix, il y a la stabilité, parce que ce sont des échanges économiques. Qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on achète? Nous, on avait principalement de l'or.
Voilà, mines d'or. On avait des mines d'or voilà, sur la région, et d'ailleurs on le voit jusqu'à l'actuel Ghana, voilà, c'est rempli d'or, c'est rempli d'or, la Guinée c'est rempli d'or, le Mali c'est rempli d'or, etc., etc. Donc c'était la principale ressource que nous avions, mais il faut savoir que il y avait également un attachement aux cultures et au savoir. C'est-à-dire ? Vous reprenez par exemple Tombouctou. Ouais. Tombouctou qui était en plein cœur de l'Empire soninké. C'est le carrefour en fait. C'est le carrefour, c'était un des gros carrefours, où à la fois c'était un carrefour du savoir et un carrefour de commerce. Alors Tombouctou qui est situé aujourd'hui dans l'actuel Mali. Voilà. Dans l'actuel Mali, dont on a beaucoup entendu parler. D'ailleurs, avec la crise entre nous, etc., je ne sais pas, juste ça comme ça, mais pourquoi c'est pas Tombouctou la capitale ? Historiquement, c'est... Alors, ça le fait, quoi, si vous me permettez cette expression. Ça aurait pu le faire, c'est vrai, avec la représentation qu'il y avait, avec cette fameuse mosquée, ces bibliothèques, ces manuscrits. D'ailleurs, Ibn Battuta, à l'époque, est venu à plusieurs reprises. Ibn Battuta, c'est l'historien tangérois. Voilà, est venu à plusieurs reprises à Tombouctou et a parlé justement de cet empire. Et d'ailleurs, dans les écrits d'Ibn Battuta, on retrouve pas beaucoup d'écrits sur l'Empire soninké, justement, parce qu'il est arrivé durant cette période-là. Mais je crois que, après, je ne peux pas parler à la place de l'empereur de l'époque, mais ils avaient choisi Koumbi Sali. Et par la suite, voilà, ça s'est fait comme ça, j'ai envie de dire, tout simplement. Alors, les soninké vendent de l'or. Et qu'est-ce qu'on leur vend de l'autre côté ? Des épices essentiellement, des épices. Il faut savoir que même à cette époque-là, le sel avait une valeur marchande très importante, très forte. Et dans l'Empire, on avait aussi du sel. Mais c'était toutes les autres épices qui venaient du Moyen-Orient, de l'Asie, que les commerçants morts de l'époque ou les commerçants du Moyen-Orient amenaient ici et là. Et ils apportaient aussi de la technologie. Par exemple notamment la médecine, le savoir via la médecine, etc. Donc tout ça se commerçait finalement, quelque part. Et puis le savoir, les techniques agro-pastorales, on va dire. La question on est beaucoup dans l'échange. Voilà, la question des navires, la question du savoir. En fait, c'était une période où il y avait énormément de savoir et d'échanges qui se faisaient, mais d'échanges pour contribuer au développement des peuples. Voilà. Et pas justement l'espèce de période noire qu'on a voulu nous faire croire dans certains manuscrits qu'on retrouve en Occident. Et finalement, on a l'impression que c'était une période très sombre, alors que c'était une période faste et de paix. Est-ce que... en fait, pour parler un petit peu du présent, ceux, on va les appeler les héritiers en fait de ce patrimoine-là, soninké, est-ce qu'ils en sont conscients ? Est-ce que c'est revivifié ? Alors, on a eu la chance... Pardon, mais on a souvent l'idée que la jeunesse, tout ça, elle a balayé tout ça. Elle s'oublie, on a l'impression qu'elle s'oublie. Alors, il faut savoir qu'il y a eu, notamment en France, une association qui s'est créée il y a plus de 35 ans maintenant, qui a été créée par un monsieur qu'on appelle Diadier Soumaré, qui vit à Saint-Denis, donc qui est le président de l'APS, l'Association pour la promotion de la langue soninké, qui est le président du Festival international soninké dans le monde, qui a créé, avec l'ensemble des autres associations soninké que l'on retrouve en France, parce qu'il y en a quand même pas mal, le FISO, donc le Festival international soninké. Justement pour revenir aux sources. Qui a lieu tous les 2 ans. Qui a lieu tous les 2 ans, pour revenir aux sources et pour aller à la recherche de ce patrimoine. De ce patrimoine qui, pendant un temps, était un peu perdu, et puis les générations futures, donc la nôtre, qui sommes de la 2e génération, et puis nos enfants, 3e, 4e génération. Et on s'est dit, pour avancer, il faut se connaître. Parce que sinon, on est assimilé. Et la culture où on ne se connaît pas, c'est très néfaste déjà pour soi-même. Et puis, qu'est-ce qu'on va expliquer ? Qu'est-ce qu'on va raconter à nos enfants ? D'où l'on vient ? Et je crois que le proverbe, si tu ne te connais pas, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir où tu vas. Et ça, c'est très, très juste.
Et donc, il y a ce souci-là. Il y a ce souci-là. Les jeunes répondent présent. Vous êtes jeune vous-même. Voilà, il y a ce souci-là de la part donc, de nos parents, de nos pères, nos oncles, etc. Et il y a ce souci-là également de notre part à nous-mêmes, puisqu'aujourd'hui, moi j'ai la chance d'être le directeur du Festival international Soninké. Je suis animateur également dans une radio qui est soninkera.com, mais moi je m'occupe du volet francophone de cette radio. Aujourd'hui, on a des applications pour apprendre le soninké. Il y a des cours qui sont donnés en soninké par diverses associations. Les cours de la langue soninké. Le cours de la langue soninké. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est soninké, qu'il y a un repli sur soi-même. Ouais. Ah non, pas du tout. Au contraire, on est fort de sa propre richesse pour aller vers l'autre. Pour ensuite partager avec les autres. Tout à fait. On reste évidemment dans l'ouverture, mais si on n'a rien à donner aux autres... Ça ne sert à rien. Ouais. Mais est-ce que les soninké aujourd'hui sont-ils principalement... alors il y en a évidemment beaucoup en Afrique, mais dans le monde, ça se passe comment? Alors, les soninké, il faut savoir que c'est un peuple de commerçants et de voyageurs. Et c'est un peuple qui... Donc ils sont restés très commerçants. Ils sont restés très commerçants. Et aujourd'hui, vous allez en Afrique centrale, au Congo, au Mozambique, en Angola, etc. Vous avez des Donc c'est un peu la bourgeoisie, si je puis dire, africaine. Alors, il y a deux appellations pour les soninké. Je vous vois sourire. Il y a deux appellations pour les soninké. Effectivement, ce sont des commerçants, donc ce sont des gens aisés. Et on dit que ce sont des gens qui ne sont pas des populations, en tout cas à problème. C'est ce qui se dit dans beaucoup de pays d'ailleurs. Et on les considère, alors on a deux appellations, on les considère un peu soit comme les Libanais de l'Afrique pour certains, et d'autres comme les Juifs de l'Afrique pour d'autres. D'accord. Donc voilà. Ce qui est pareil. Ce qui est un peu pareil au final. Et en Amérique, on les trouve en Amérique, on les trouve en Asie. On les trouve en Amérique, on les trouve en Asie. Aujourd'hui, par exemple, vous allez à Guangzhou, en Chine, vous avez une colonie soninké, mais énormissime. Et vu que les soninké sont originaires de plusieurs pays, donc bien évidemment avec un gros bastion fort qui est du Mali, Mauritanie et Sénégal, mais vous avez des soninké de Gambie, par exemple la moitié de la population en Gambie est soninké. Vous en avez, comme je vous le disais tantôt, en Guinée-Bissau, vous en avez en Côte d'Ivoire, vous en avez au Niger, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso. Donc finalement, tous ces gens-là... dans le monde anglo-saxon. Dans le monde anglo-saxon, ils sont aussi présents. Ils sont présents aux États-Unis, ils sont présents même au Brésil. Moi, j'en ai rencontré au Brésil. Vous en avez bien évidemment dans les pays scandinaves. Bon, après l'Europe, l'Occident, et ça, ils y sont à foison, j'aurais envie de dire. Et on les retrouve à Jakarta, à Bangkok, à Dubaï, aux Émirats. Et là, il y a un lien entre tous ces gens. Il y a un lien entre tous ces gens, parce que tous ces gens communiquent ensemble aujourd'hui. Et le lien fort, ça a été créé notamment en 2010 à travers le Festival international soninké, qui a permis de réunir à chaque fois plus de 14 pays ou 14 nations dont sont aujourd'hui originaires les soninké. Alors par exemple, le dernier en date, c'était du 21 au 25 février à Dakar. D'accord. Donc voilà, on a passé 4-5 jours à Dakar. On a fait l'ouverture au stade Iba Mar Diop sous la présidence du président Macky Sall, qui nous a fait l'honneur d'être présent à ce moment-là. Donc l'association qui organisait cet événement, c'était Ouagadougou Djida. Parce que sur chaque pays, vous avez une association qui est en charge d'organiser l'événement dans son pays, avec bien évidemment le soutien de l'organisation du Festival international soninké dirigé par M. Soumaré, comme je vous l'ai dit. Et durant ces 4-5 jours, c'était des débats. Alors, c'est quoi la question centrale? La question centrale, c'est les nouvelles générations soninké. Qui sont-ils? C'est soninké dans le monde, c'est soninké et islam par exemple, parce que c'est un débat important. Comment l'islam évolue au sein des populations soninké, comment l'islam évolue au sein de nos régions, de nos contrées. Ça, c'est une question hyper importante, puisqu'on est Est-ce qu'il y a la question soninké et développement de l'Afrique? Bien sûr, c'est d'abord, j'ai envie de dire, c'est la question principale. C'est la question principale parce que soninké et développement, les soninké sont essentiellement, le gros bastion est essentiellement autour de ce qu'on appelle la vallée du fleuve.
la vallée du fleuve Sénégal, donc qui touche le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Il faut savoir que les Soninké, de par leur commerce et le fait qu'ils soient un peu aisés, justement gèrent des marchés, aujourd'hui gèrent des banques. Le Soninké, actuellement, il y a un gros débat, par exemple, sur les flux financiers. Parce que le Soninké, de fait, renvoie toujours de l'argent, un peu comme les Schlech, chez lui. Et donc, actuellement, depuis 5-6 ans, tous les organismes financiers tels qu'on les connaît, y compris l'État français, se posent la question sur ces flux financiers qui partent d'Occident, des États-Unis, de la Chine, etc., vers l'Afrique. Parce que le Soninké, quoi qu'il arrive, il a toujours comme ligne de mire sa maison. Qui est resté dans son pays d'origine et dans sa contrée. Alors justement, comment vous expliquez-vous qu'aujourd'hui, quant au développement, il y a une panne en Afrique? Alors, moi j'aurais envie de vous dire, il y a une panne des États, mais il n'y a pas une panne des individus. D'accord. Alors, je m'explique. Le Soninké, dans ses pays d'origine, a toujours mené des missions de service public. À l'instar de l'État. C'est-à-dire que le Soninké a construit ses écoles, le Soninké a construit ses dispensaires, le Soninké s'est occupé de ses périmètres irrigués, le Soninké a construit ses puits, etc. etc. Alors à quoi il sert l'État? Parce que, est-ce qu'on n'est pas en train de se rendre compte parfois, Mams, que finalement, l'État, l'État tel qu'on le comprend, c'est une conception occidentale de l'organisation des peuples. Peut-être qu'en Afrique, c'est pas l'État. Tout simplement, c'est autre chose. Ouais, mais quelque part, quand on se réfère à l'État actuel tel qu'on le connaît dans depuis le 19e siècle, j'ai envie de dire, quelque part, ça a été un peu calqué sur les empires, sur ce qu'ont été les empires et ce qu'ont été les royaumes. Donc j'ai envie de dire que l'État, aujourd'hui, son rôle, en tout cas dans nos contrées, c'est d'assurer des grosses missions, par exemple comme les réseaux routiers. D'accord. Donc il y a une fonction. Voilà, c'est d'assurer peut-être... on n'a pas l'impression que c'est beaucoup fait tout de même. Oui, mais ça commence. Ça commence. C'est un long combat. On ne construit pas une route faut pas s'entendre non plus. En 2-3 ans. Il ne faut pas s'entendre non plus. Mais après, il faut des volontés politiques aussi. À un moment donné, donc pour vous, elles ne sont pas là. Voilà, il faut des volontés politiques. On va dire qu'elles n'étaient pas là, mais avec ce qui se passe actuellement, on va dire depuis une dizaine d'années, il semblerait qu'il y ait de véritables volontés politiques, parce que le réseau routier est en train d'être mis en place. Et j'ai envie de dire, après, il faudra des moyens pour développer l'agriculture. De toute façon, pour que ces États, en tout cas ces contrées, soient aujourd'hui opérationnelles, il faut qu'elles soient en autosuffisance alimentaire. Et ça, c'est la première des choses. C'est d'abord ça. Non, et par la suite, et bien évidemment, avec tout de suite l'éducation. En priorité également. Alors l'éducation, ça, il faut faire très attention à ce qu'on entend par éducation. L'éducation à l'africaine, je parle. Aujourd'hui, on sait que dans l'Empire soninké, même je sors de l'Empire soninké, on sait qu'en Afrique, tout simplement, on a des auteurs remarquables. Et c'est ces auteurs qu'on devrait apprendre dans les écoles africaines. Et ensuite les autres, évidemment, pour l'échange entre les peuples. Parce que si je vous dis ça, c'est par rapport au développement, c'est que j'ai eu la chance, moi, parfois d'aller rencontrer nos amis africains. Et s'il y a eu, alors je me rends compte évidemment de ce que vous dites, à quel point c'est vrai, c'est que les individus sont très très dynamiques. Véritablement un dynamisme extraordinaire. Tout à fait. Mais en même temps, ils sont très impatients. Ils sont très impatients à cause de la mondialisation. Maintenant, ils voient ce qui se passe un peu partout et ils trouvent de moins en moins d'excuses aux dirigeants, aux responsables, pour expliquer. Ils voient bien que leurs pays sont riches. Mais Nadir, c'est un peu normal. Vous avez cet excès de technologie qui nous a apporté un type de savoir. De deux, il faut savoir que ces populations africaines sont très jeunes. Et les jeunes, de fait, sont impatients. Absolument. Ils veulent aller vite, très vite.
Et loin. Rapidement, tout de suite. Et loin. Ouais. Et à un moment donné, quand on est confronté, et puis aujourd'hui, grâce à l'avènement des réseaux sociaux et d'autres, on sait que à Casa c'est construit, on sait qu'à Tunis c'est construit, à Sousse c'est construit, et on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi une partie de Bamako n'est pas construite, on ne comprend pas pourquoi Kay ou Tombouctou ou je ne sais où dans tel pays n'est pas construit. Et ça, effectivement, on n'en veut pas. Parce que, en tant que jeune, moi, je suis français, mais je suis aussi africain. En tant que jeune franco-africain, on a envie que les choses soient les plus équitables possibles. C'est normal. Et qu'à un moment donné, il n'y ait pas de disparité entre, tout d'un coup, on a une classe, on a une classe élevée, et puis il y a une disparité trop importante. Et ça, c'est pas bon. Un pays où il n'y a pas de classe moyenne, c'est un pays qui est voué à l'échec. D'accord. Tout simplement. Merci Mams de cette expertise. On ne peut pas parler de tout, évidemment, mais en tout cas, donner l'envie de... Moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous donner envie d'aller maintenant, par vous-même, aller découvrir un petit peu plus. Vous avez Internet, vous pouvez voyager, aller à la rencontre des Soniqués. Et puis, on vous attend, Nadir, en 2020, à Banjul, en Gambie. Voilà, et ce sera un très très beau festival et j'espère que vous nous accompagnerez à ce moment-là. Avec El Janoubia. Merci beaucoup, Mams. À bientôt pour un autre entretien sur El Janoubia TV. Au revoir.